Bon, allez, soyons sérieux, on va démarrer. Donc, je répète, merci à vous d'être venus, de quelque distance que ce soit. Donc, vous connaissez le titre. Vers le grand reset. Mais lequel? Je suppose que vous êtes conscient que depuis plusieurs années, pour préparer les esprits à la gouvernance mondiale et au nouvel ordre mondial, on essaie de nous faire croire qu'il va y avoir un grand reset, c'est-à-dire une grande remise à zéro pour tout bien réorganiser du fait de l'état de désordre mondial qui existe aujourd'hui. À qui la faute? Donc, réinitialisation sociopolitique de l'Occident. Oui, mais comme souvent ce qu'on constate dans l'histoire, et il faut toujours relire l'histoire, et de préférence dans les livres anciens, il y a parfois au cours de l'histoire des grains de sable. Un des grains de sable les plus connus, et c'est le cas de le dire, c'est ce qui est arrivé à Cromwell. Puisque Cromwell, qui avait détrôné le roi d'Angleterre, Charles Ier, en le décapitant, donc c'était une première par rapport à la Révolution dite française, eh bien ce Cromwell, un jour, a attrapé un calcul au rein. Il en est mort. Heureusement. Ce qui a permis tout de même la restauration en Angleterre. Donc voilà pourquoi je parle de grains de sable. Et si je fais allusion à cette histoire de grains de sable dans l'histoire, et c'est pas le seul, le grain de sable de notre époque s'appelle Vladimir Poutine. Ah, il n'était pas prévu. En effet, peut-on dire aujourd'hui que le 24 février 2022, qui a été la date de la décision de Vladimir Poutine de reprendre l'Ukraine comme partie intégrante de la Russie, qui avait été détachée par Lénine pour des raisons internes plus ou moins compliquées, allait marquer un coup d'arrêt justement au processus mondialiste en cours. Bon, certains étaient au courant, certains se doutaient de ce que ça allait produire. Je crois que nous étions parmi les premiers à l'avoir pressenti et souhaité. Et alors je voudrais revenir justement sur les raisons de la décision de Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine. Pourquoi brusquement il a dit oh, maintenant ça suffit. Ben, pour une raison très simple, c'est que depuis des années, il a assisté impuissant à une tentative d'encerclement de la Russie par les États-Unis et son bras armé, l'OTAN, en Europe. Qu'il avait essayé à de multiples occasions de faire comprendre aux Américains qu'il fallait qu'ils arrêtent, et les autres faisaient semblant de ne pas comprendre, essayaient de gagner du temps. Jusqu'au jour où Vladimir Poutine, se rendant compte qu'on le menait en bateau, a dit bon, maintenant, ça suffit, je vais régler les choses à ma manière. Alors, rappelez-vous, dès le début, dès qu'on a appris cette invasion de l'Ukraine, ça a été des cris de scandalisés de notre bon Occident moralisateur, comment, agression contre un pays indépendant, etc., etc., etc. Évidemment, en occultant les raisons qui avaient amené Vladimir Poutine à déclencher cette opération. Donc toujours l'inversion accusatoire, c'est de sa faute, c'est pas de la nôtre. Et puis toujours à l'abri de l'éternelle litanie des Américains et de ses alliés, au nom du droit d'ingérence,
Droit d'ingérence. Et de quel droit? Dans les affaires des autres pays, de quel droit? Ou de la conscience universelle? Parce qu'évidemment, il n'y a qu'eux qui aient la conscience universelle. Donc, bon, Poutine, évidemment, n'était pas dupe, il savait très bien ce qu'il y avait derrière tout ça, et il n'était pas dupe, et il dit, bon, maintenant, ça suffit. Petit rappel tout de même historique, parce qu'il y a des choses que sans doute vous ne savez pas. Depuis la naissance des États-Unis, ce pays a été constamment en guerre contre les autres pays du monde. Ça a commencé avec les Indiens d'Amérique pour prendre leurs terres. Et une fois qu'ils les ont eus bien vaincus militairement, ils les ont décimés. Il n'y a pas d'autre terme. Et c'est historique, je n'invente rien. En leur donnant de l'alcool et en leur fournissant gratuitement quand même des couvertures infectées par la variole. Pourquoi est-ce que je fais ce petit rappel? C'est pour mettre en contrepoids la conscience universelle dont il nous parle toujours. Conscience universelle. Et puis, bon, je sais pas si vous avez lu mon livre Bonaparte, Hitler, Poutine, qui est épuisé malheureusement. Je dois en faire une réédition prochainement. Et rappelez-vous aussi un des hauts faits des Américains, toujours en belle hypocrisie, accusant l'Espagne d'avoir torpillé un de leurs bateaux en baie de la Havane, le croiseur Maine, un vieux rafio, tiens, comme c'est curieux, comme un Pearl Harbor d'ailleurs. Moyennant quoi, les Espagnols nous ont agressés, guerre à l'Espagne, et c'est comme ça que Cuba et les Philippines, qui étaient une possession espagnole, sont passés entre les mains des États-Unis. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, heureusement pour ces pays. Enfin, relativement pour Cuba, oui, pour les Philippines, non. Donc, petit rappel en passant, justement, pour que vous n'ayez pas tendance à larmoyer comme les autres de notre bonne presse sur l'agression de Vladimir Poutine en Ukraine. Alors, il est évident que cette agression de Vladimir Poutine en Ukraine n'a pas fait plaisir à tout le monde, qui ont vite compris le danger pour eux, dont un certain Nathanael Rothschild. Qui envoya, il n'y a pas longtemps de cela, ça date du début justement de l'intervention russe en Ukraine, qui a envoyé une lettre au gouvernement britannique lui intimant de réagir. Je cite les termes de la lettre. Vladimir Poutine avec Xi Jinping est l'homme le plus dangereux depuis Hitler. L'Ukraine est une pièce essentielle que nous ne pouvons nous permettre de perdre sur l'échiquier géopolitique. La Russie doit être excisée du système bancaire et économique international, la mettre à genoux par tous les moyens possibles pour envoyer un signal fort aux Chinois pour protéger notre système mondial de normes et de valeurs libérales. Si nous laissons Vladimir Poutine s'emparer de l'Ukraine, cela enverra à nos ennemis, l'Iran, la Chine, la Corée du Nord, le signal que nous ne ferons rien face à l'assaut. En effet, notre voie actuelle, celle de l'absence d'action militaire, signifie que notre ordre mondial est mort sur pied. Je vous invite à déployer davantage de force contre la Russie et à intensifier la guerre de l'information pour corriger l'opinion
notamment en ligne, et a envoyé des armes à nos amis en Ukraine. Sans l'Ukraine, l'ordre mondial pourrait ne pas survivre. Vous voyez, tel est l'enjeu. Donc la réaction de ce Rothschild montre bien que l'affaire ukrainienne est avant tout une affaire juive. Pour une raison qui allait être d'ailleurs confirmée par ce cher Zelensky quand il annonçait que par sa victoire allait se constituer un grand Israël. Pourquoi cette obsession? Eh bien parce que je crois, et ça c'est une chose que je dis depuis près de 2 ans, je pense que les jours de l'État hébreu sont comptés et qu'ils ont besoin d'un point de chute pour se récupérer. C'est tout de même mal parti pour eux. Et il est évident que dans la mesure où Vladimir Poutine, par son action en Ukraine et ailleurs, est en train de briser l'hégémonie américaine dans le monde, ça va être l'effondrement justement de ce projet juif en Ukraine et ailleurs. Et il y a un élément sur lequel je veux m'appesantir. Je suis d'ailleurs toujours étonné que parmi certains commentaires dans ce qu'on peut appeler notre presse, peu font attention à la politique suivie par Vladimir Poutine depuis 2014, c'est-à-dire la politique de dédollarisation des échanges. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, et c'est ce qu'il a imposé, qui se développe de plus en plus aujourd'hui, c'est que les échanges commerciaux ne se font plus en paiement dollars, mais en paiement d'échanges entre monnaies nationales. Selon vous, cela va donner quoi? Qu'à terme, le dollar va s'effondrer. Et si le dollar s'effondre, c'est Wall Street et la City qui s'effondrent. Donc le socle de la puissance sioniste américaine. Alors il y a une chose aussi qu'il faut remarquer, parce que c'est une magnifique démonstration, c'est que dès 2017, Vladimir Poutine avait décidé d'expulser les Rothschild de Russie. Donc plus de banques Rothschild en Russie, plus de mainmise de la finance juive Rothschild sur la Russie. Et alors c'est curieux, quelle surprise! Après l'expulsion de la banque Rothschild, l'économie allait prendre son essor, la Russie réduisant sa dette extérieure de 75%. C'est pas demain en France la veille. Le taux d'inflation était passé de 36,5 à 2,5% en 2017, fin 2017. Et la valeur totale des actifs du système bancaire russe a été multipliée par 24 pour atteindre 1,43 billion de dollars. Quant à la capitalisation de la bourse russe, elle a plus que doublé pour atteindre 600. Donc bon, je vais arrêter avec ces chiffres, c'est un petit peu pesant, mais tout ça pour vous dire que comme c'est curieux, pas plus tôt Poutine a fait le ménage en mettant dehors les Rothschild, l'économie russe s'est mise à fleurir. Ah, comme c'est curieux. Donc ça veut bien dire que à partir du moment où on se soustrait
de la mainmise de la finance internationale, eh bien les économies nationales peuvent reprendre leur essor. Et regardez tous les pays qui se sont mis sous la coupe du FMI, ils s'endettent, ils s'endettent, ils s'endettent. Ils n'en sortent pas. Ils ont constamment le pistolet braqué sur leur tête. Donc en fait, ces démarches de Poutine montrent une chose, c'est que quand on veut, on peut. Bon, je vais revenir à l'Ukraine et à son histoire, parce que c'est tout de même très important pour comprendre le problème de ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Alors, historiquement, l'Ukraine a eu une forte concentration juive depuis ses débuts. Historique. Depuis le IXe siècle, ils sont concentrés surtout sur la partie occidentale et vers le sud du côté du port d'Odessa, du grand port marchand, sur la mer Noire. Alors, donc il y avait une base justement à cette politique qui est devenue depuis 2014 avec la révolution de Maïdan une république juive d'Ukraine. Et je ne sais pas, parmi vous, si certains ont suivi au jour le jour le déroulement de cette révolution de Maïdan en 2014, mais on apprenait, tout ce que je vous dis, moi je l'ai trouvé sur Internet. Sur Internet, mais petit avertissement, c'est tous les jours que vous devez noter les choses au fur et à mesure. Parce que les choses dérangeantes sont rapidement effacées. Et donc c'est ça, c'est un travail de, je dirais, de bénédictin. Vous notez quelque chose, tiens, ça vous semble curieux, vous mettez de côté, puis il y a une autre information, et c'est curieux, c'est comme un puzzle, les pièces se mettent en place. Donc c'est déjà cette, je dirais pas imprégnation, mais cette forte minorité juive qui existait en Ukraine déjà depuis très longtemps. Et puis, il y a un autre facteur qui s'est produit à peu près à ce moment-là, dans une région qui s'appelle la Khazarie. Qu'est-ce qu'était la Khazarie? C'était ce que l'on peut considérer, en gros, le territoire de l'Ukraine d'aujourd'hui. Alors que s'est-il passé dans ce pays des Khazars? Eh bien, il s'est passé ce que l'on constate assez souvent dans l'histoire, c'est que des communautés juives chassées d'un autre pays pour leurs différentes exactions trouvent refuge ailleurs, qui n'étant pas nécessairement au courant de ce qui avait provoqué leur expulsion d'ailleurs, les accueillent, se disant, bon, ils vont favoriser l'économie locale, etc., etc. Oui, mais ils favorisent tellement bien l'économie, non seulement pas locale, mais la leur, qu'ils s'emparent du pouvoir politique. Et c'est ce qui s'est passé en Khazarie. C'est que progressivement, ayant pris le pouvoir et financier et politique en Khazarie, la Khazarie, qui était gouvernée par ce qu'on appelle un Khan turc, a progressivement été poussée dehors. Et donc, quand on nous parle des Khazars aujourd'hui, en nous disant « mais en fait, ce ne sont pas les Juifs qui sont coupables de tout ce que nous vivons, ce sont les Khazars », nanana, ne vous moquez pas du monde. Le problème de la Khazarie, c'est que les Khazars ont été remplacés par des Juifs qui ont pris leur place. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, c'est très pratique. Vous avez Arthur Koestler et un certain Benjamin Friedman qui ont laissé cette thèse. Et alors, je ne dirais pas mon grand étonnant, mais toujours la même chose, les milieux de droite ont foncé tête baissée là-dedans. Ah oui, ce sont les Khazars. Les méchants, ce sont les Khazars.
Les juifs, bon, ils sont bien gentils. Donc c'est magnifique. Ce sont les Khazars. De toute façon, il n'y a pas de complot judéo-maçonnique, puisqu'il n'y a pas de juifs là-dedans. Donc tout va très bien, il n'y a rien à voir, circulez. Non, je plaisante à peine, mais c'est comme ça que les choses se sont passées. Et si je vous ai fait ce petit rappel historique, c'est que cela explique le problème de l'Ukraine d'aujourd'hui. Et je voudrais signaler, c'est dans l'explication de cette mainmise juive sur la Khazarie. C'est un historien juif qui met les choses au point. Où est-ce que j'ai son nom? Bon, bref, en tout cas, c'est un historien juif qui n'a jamais pu être contredit et il dit carrément, oui, ça a été une prise de pouvoir par les juifs au détriment des populations khazares locales. Bon. Alors, devant cette situation actuelle en Ukraine, on pourrait se dire que cette situation ressemble étrangement à celle qui a été la cause de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi la Deuxième Guerre mondiale? Pour deux raisons essentielles. Alors, dans l'ordre ou dans le désordre selon les goûts. Premièrement, pour une question de prépondérance économique. Alors, il est certain que le Troisième Reich, ayant été remis sur pied en 4-5 ans par Hitler, commençait à poser un sérieux problème de concurrence économique à la finance occidentale et ce qu'il y a derrière. De même pour le Japon. Et c'est pas par hasard qu'il y a eu la provocation de Pearl Harbor. Il fallait anéantir la puissance économique japonaise. En ce qui concerne la guerre en Europe contre le Troisième Reich, il est évident qu'il y avait l'autre élément qui était encore une fois le problème juif. Alors, le problème, justement, c'est que et l'Angleterre et la France, qui est le vassal de l'Angleterre depuis la Révolution française, avaient un traité d'assistance mutuelle en cas d'agression. Et c'est le reproche que je fais entre autres à Hitler, c'est qu'il a voulu aller trop vite. Il a voulu annexer ceci, il a voulu annexer cela, etc., etc., sans se donner d'une part le temps de digérer, et puis surtout faisant paniquer et donnant quelques raisons justement à l'Occident sioniste pour pousser à la guerre. Et c'est comme ça que la Deuxième Guerre mondiale a été déclarée, non pas par Hitler, pour être sérieux, mais par l'Angleterre, suivie immédiatement par la Troisième République, dont le premier ministre était à l'époque Paul Reynaud. Il faut toujours replacer les choses dans le contexte de l'histoire et placer les responsabilités là où elles se trouvent. Alors, je ferai remarquer aussi, c'est que cette déclaration de guerre par Paul Reynaud, il l'a faite en pleine connaissance de la situation militaire française, qui n'était pas du tout préparée pour une guerre avec le Troisième Reich. D'une part, là aussi, petite chose à rappeler au passage, c'est que les armes les plus modernes que la France pouvait avoir avaient été expédiées en Espagne, au Rouge d'Espagne, pendant la guerre civile de 1936. Donc la France était désarmée par rapport à l'équipement moderne que le Troisième Reich avait su constituer très rapidement. Voilà, ce sont des choses qu'il faut savoir parce que c'est ça qui explique l'évolution de la situation de notre époque. Je passerai sur les différentes étapes de la progression de Vladimir Poutine
petit rappel, bon, vous savez sans doute qu'il a été lieutenant-colonel du KGB et que, bon, il a suivi un espèce de cursus classique à l'intérieur des structures de l'époque de son pays, jusqu'au moment où, bon, il a été remarqué par Boris Eltsine, qui était le président de la Russie à l'époque, et progressivement, Vladimir Poutine a commencé à gravir les échelons du pouvoir en Russie. Jusqu'au moment où Boris Eltsine, rongé par l'alcool, a été obligé de s'en aller, et c'est tout naturellement, en fait, que Vladimir Poutine a été nommé président, d'abord Premier ministre, puis ensuite président de la Fédération de Russie. Alors, ce petit rappel est important parce que ça démontre que aujourd'hui, malheureusement c'est triste à dire, mais c'est une donnée d'observation. Si on veut arriver, si ça devait se passer un jour en France, cela se ferait au travers de quelqu'un qui est dans le système, qui reste tranquillement dans le système et qui attend son heure. Aurons-nous un jour un Poutine? Alors, c'est une autre histoire. Mais j'attire cette attention, parce qu'à partir du moment où Vladimir Poutine a eu le pouvoir en main, il a commencé à faire le ménage. Rappelez-vous le nombre d'oligarques d'une certaine communauté qu'il a éliminé, dont un certain Khodorkovsky, pauvre victime, bien entendu. Et c'est comme ça qu'il s'est installé au pouvoir, et qu'à partir de là, on assiste à une reconstitution, je ne dirais pas de l'Empire soviétique, mais de la vision tsariste de la Russie. Il faut voir le nombre d'allusions qu'il fait à l'époque tsariste, et on peut parler de conversion, et le fait, et la place qu'il donne à l'Église orthodoxe en Russie. Vous savez, vous ne savez pas, le nombre d'églises orthodoxes qui se construisent tous les jours en Russie, et celles qu'il faut aller voir à Paris. Donc, voilà. Ce nouveau pouvoir en Russie est un pouvoir qui reprend ses racines tsaristes, donc réellement russes, et religieuses orthodoxes. Il faut garder ça en mémoire. Ce n'est pas du tout une reconstitution de l'Union soviétique comme certains, dans nos milieux, voudraient faire croire, pour dégoûter. C'est le contraire. Oui, je me rappelle du nom de cet historien juif qui dénonçait la thèse des Khazars en disant, mais non, les Khazars d'aujourd'hui, ce sont des juifs. On les a remplacés, c'est l'historien Israël Adam Sharon. Typé. On ne peut pas dire que c'est un affreux goïm antisémite qui dit ça. Donc vous voyez à quoi sert l'histoire pour essayer tout de même de cerner au plus près le pourquoi des événements. Je vais revenir à la révolution de 2014, la révolution de Maïdan. Et là encore, si vous avez pu suivre à l'époque, au jour le jour, les informations qui tombaient, qu'on trouvait sur nos télévisions, on apprenait tout de même des choses assez curieuses. D'une part, que la CIA et le Tsar étaient impliqués, et ça, on allait découvrir l'implication de Tsar au départ d'une information de deux médias juifs.
le Times of Israel et Radio, je ne sais plus quoi exactement, qui révélaient qu'en fait, des éléments de Tsahal, mélangés à la foule qui manifestait, tiraient alternativement sur la foule et sur les forces de l'ordre, de façon à faire monter l'indignation. Des éléments du CIA aussi, et puis on apprenait l'existence des régiments Zoboda et Azov, nazis, nous disait-on dès l'époque. Nazis. Curieux. Nazis. Comment se fait-il que des gens comme Bernard-Henri Lévy, que Laurent Fabius, soient allés en Ukraine applaudir ces régiments? Je n'ai pas inventé, c'était sur Internet là aussi. Si c'était des nazis, croyez-vous qu'ils les applaudiraient? Alors, qu'est-ce que c'est que ce montage encore? Je livre ça à votre réflexion. C'est pas possible. D'autant plus que la BBC a révélé que le fondateur du régiment Azov était un ancien de Tsahal, un certain Kazim, qui avait participé au combat d'Israël contre les Palestiniens, puis s'était mêlé aux affaires pendant la révolution de Maïdan, etc., etc. Donc on les retrouve. Et c'est ça, et c'est ça, et c'est ça, et c'est ça que Laurent Fabius, Bernard-Henri Lévy, et en fait toute la presse occidentale, puisque quand la presse occidentale applaudit le courage de Zelensky, mais ils applaudissent qui? Ils applaudissent les nazis. Ça vous semble normal, ça? Il y a un problème. Cherchez l'erreur. Donc vous voyez comment les populations sont manipulées, etc., etc. Et il est évident que si on n'arrive pas à indigner les populations, on n'arrive pas à les faire marcher. Donc il était impératif d'indigner les populations contre cet horrible Vladimir Poutine, de façon à ce que les Français acceptent une ponction supplémentaire sur leurs misérables économies. Les milliards qu'on donne à l'Ukraine, le matériel militaire, mais ça me fait penser à Blum, justement. Les canons César qu'on envoie, les chars AMX qu'on envoie, les ceci, les cela qu'on envoie. Si jamais on devait avoir une guerre avec la Russie, ça serait pire qu'en 40. Pourquoi? Parce que Macron aurait joué le même rôle que Blum. Même chose. Même situation. Je voudrais rappeler une déclaration du mondialiste Zbigniew Brzezinski, je pense que le nom vous dit quelque chose, qui a été le cofondateur de la trilatérale avec Rockefeller. C'est tout de même déjà un petit programme. Et il disait ceci, et c'est prémonitoire. Sans l'Ukraine, la Russie est condamnée à une douloureuse descente dans l'insignifiance géopolitique et finalement peut-être même à la disparition. Donc vous voyez l'obsession des Américains, quand je dis des Américains, ce qu'il y a derrière. Anéantir la Russie, la concurrence russe, qui joue un rôle diamétralement opposé à leur plan de mondialisme. Et alors, j'ai remarqué là, j'ai trouvé ça aussi en écoutant la radio,
ou le soir en regardant la télévision, j'ai vu que vous avez mis ce panneau-là, cassez vos télévisions. Je dirais non. Regardez la télévision. Ben, si vous ne regardez pas la télévision, vous ne pouvez pas comprendre comment le pouvoir vous manipule. Alors, ne restez pas dans votre bulle, regardez comment les choses se préparent de façon à ne pas mourir idiot. Et voilà ce que j'avais trouvé, cette déclaration de Vladimir Poutine répondant à l'hypocrisie occidentale, lui reprochant l'agression en Crimée, en Ukraine, disant mais la Crimée était russe quand Manhattan appartenait aux Amérindiens. En tout cas, on peut dire qu'il a une connaissance de l'histoire. Bon, je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur le public qui s'est installé après la révolution de Maïdan, la Yulia Tymoshenko, Pedro Poroshenko jusqu'à Zelensky. Tous les mêmes, avec tous les scandales silencieux qu'ils traînent, tous. Notamment, bien entendu, Zelensky, appuyé par un autre bienfaiteur de l'humanité, enfin ça dépend de quelle humanité on parle, Kolomoïski, poursuivi dans de nombreuses affaires quelque peu sordides financièrement, et qui a 3 nationalités. C'est curieux. Ukrainienne, israélienne et chypriote. On peut toujours servir. Et oui, c'est comme ça qu'il travaille. Donc vraiment, un ramassis de mafieux, pas d'autre terme, un ramassis de mafieux. Et alors, c'est confirmé par une chose qui m'a infiniment surpris. Il y a eu un film de la chaîne Arte. Alors si je m'attendais à ça, c'était en 2019. Et dans ce documentaire qu'ils avaient monté, ils montraient que l'Ukraine est devenue une plaque tournante du trafic international d'enfants. Un marché lucratif, disait la chaîne, avec celui des drogues et des armes fournies par l'Occident. 2019. Donc avant même l'affaire d'Ukraine. Donc il disait, c'est là une des activités les plus prisées des réseaux criminels en Europe. Et voilà ce que soutient l'Occident aujourd'hui, dont notre très cher président de la République, Emmanuel Macron. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, je vous signale qu'Emmanuel Macron, j'ai pu retracer une origine juive. Mais oui, ça arrive. J'avais pris quelques notes justement pour agrémenter, si on peut dire, le sujet. Je parlais tout à l'heure de conscience universelle. Vous savez, je suppose, qu'on accuse la Russie de tuer des civils en Ukraine. Parce qu'ils bombardent des hôpitaux, ils bombardent un théâtre, un hôpital psychiatrique, ceci et cela. De toute façon, c'est ni vous ni moi qui allons pouvoir aller voir ce qui se passe. Mais ce que l'on sait, c'est qu'en fait, et c'est comme ça que les Russes sont informés, c'est que les troupes ukrainiennes, pour se protéger des bombardements russes, se réfugient dans des endroits où on ne penserait pas normalement à bombarder. Donc des hôpitaux,
désaffectés ou pas désaffectés, dont on aurait déménagé les personnes, le théâtre, le fameux théâtre, je crois, de Mariupol, etc., etc. Donc tout est dans le mensonge, dans le montage du mensonge. Bon, donc petit rappel pour en arriver à ceci. Conscience universelle? Bon, voyons ça de plus près. En ce qui concerne les guerres menées par les États-Unis et leurs vassaux, 165 000 morts en Afghanistan, 1 200 000 morts en Irak, 220 000 morts en Serbie, 224 000 morts en Syrie, 1 200 000 morts en Irak, 14 500 morts en Libye. Ne pas me dire que ce sont des militaires qui sont morts, c'est de la population civile. Parce qu'ils bombardent tout. On l'avait déjà vu lors de la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on appelait le tapis de bombe. Dont le très bel exemple humanitaire, bien entendu, du bombardement de Dresde, qui était une ville refuge, qui n'était pas défendue militairement, il faut le savoir. Brûlée par 3 vagues successives de bombardiers anglais et canadiens de bombes au phosphore. Si vous avez Internet, je vous conseille d'aller voir notre site nationalisme-français.com. J'ai fait une recension du massacre de Dresde. Il faut connaître ça pour connaître l'ignominie des Alliés. Donc voilà, conscience universelle. Et alors, cette hypocrisie anglo-saxonne, on a encore eu un exemple il n'y a pas longtemps, par une déclaration de Condoleezza Rice sur Fox News, à propos de l'opération russe, bien sûr, en Ukraine. Voilà ce qu'elle a dit, cette charmante personne. Lorsque vous envahissez une nation souveraine, c'est un crime de guerre. Ah bon? Et qu'ont fait les États-Unis depuis qu'ils existent? C'est incroyable. Alors, je ne sais pas de quoi vous discutez quand vous êtes en famille ou avec des amis, mais, je ne sais pas, ayez une vie sociale utile. Interpellez-les sur ces faits-là pour que les gens cessent de prendre les Américains pour nos sauveurs. Lorsque vous envahissez une nation souveraine, c'est un crime de guerre. Ça, il fallait oser. Hein. En tout cas, jusqu'à présent, le résultat de toute cette belle politique américano-sioniste et européenne, c'est qu'ils auront réussi à détacher la Russie de l'Occident, qui aujourd'hui s'est tournée vers l'Orient. Et alors, on nous parle, rappelez-vous, les déclarations guerrières de notre cher ministre de l'économie, Bruno Le Maire, annonçant que les sanctions économiques allaient liquider l'économie russe. Elle s'est jamais aussi bien portée. La Russie exporte du pétrole, exporte du gaz et le reste, est devenue, grâce à l'agression occidentale, de plus en plus autodépendante, donc elle est capable de vivre en autarcie. Donc voilà. Beau cadeau. Et alors, il y a un élément un fait, auquel le monde occidental ne s'attendait pas du tout.
Et là encore, on retrouve la prudence de Poutine. Et ceux qui ont lu mon livre, Bonaparte, Hitler, Poutine, comprendront pourquoi je dis ça. C'est que quand j'ai écrit ce livre, j'ai voulu montrer les similitudes qu'il y avait entre ces trois conquérants et les différences, la différence essentielle, la prudence de Poutine par rapport aux autres, sa patience. Poutine n'a décidé de s'attaquer à l'Occident qui l'encerclait que quand il a eu mené à bien le réarmement de la Russie avec de l'armement hyper moderne que même les spécialistes militaires occidentaux reconnaissent comme étant supérieur à l'armement américain et de l'Occident en général, de l'OTAN et compagnie. Ils sont donc en déficit de qualité par rapport à l'armement russe d'aujourd'hui, ce qui fait la différence en ce moment sur le terrain en Ukraine. Et alors, cette déclaration de Poutine qui en dit long, elle a été faite au sommet de l'Union économique eurasiatique à Bichkek, capitale du Kyrgyzstan, le 9 décembre 2022. Donc c'était après l'invasion de l'Ukraine. Voilà ce qu'il rappelait. Le long chapitre de la menace d'extermination nucléaire de masse, écrit par les États-Unis depuis 77 ans, à Hiroshima, auquel l'URSS avait répondu par une menace symétrique, est clos. Les États-Unis ne savent que détruire et menacer d'annihiler, vont devoir faire de la politique comme les autres grands États en tenant compte des rapports de force internationaux et en se résignant à l'idée, jusqu'alors proprement impensable, que la guerre peut atteindre leur territoire et sans faire courir à l'humanité le risque d'une fin atomique. Petit message à ceux qui veulent bien l'entendre. Et c'est amusant parce que presque immédiatement, je découvrais cette déclaration d'Henry Kissinger qui disait ceci. Ça datait du 19 décembre dernier. Donc la déclaration de Poutine était du 9 décembre, la réaction de Kissinger était du 19 décembre. Vous voyez le rapport. Voilà ce qu'il disait. Le temps approche pour une paix négociée en Ukraine afin de réduire le risque d'une autre guerre mondiale dévastatrice. Dévastatrice, oui. Mais pour une fois, ce serait pour eux. D'où le souhait de Kissinger. Pousse, on arrête. On arrête le processus de destruction contre nous. En fait, il avait compris que ce qui se jouait actuellement en Ukraine, c'était ce qu'il voudrait que cesse de se produire, le renversement de leur monde. Et c'est dans ce contexte qu'il faut apprécier aussi certaines déclarations de responsables militaires américains. Entre autres, le colonel Richard Black, je cite, « Les pertes de l'armée ukrainienne ne peuvent être compensées. La bataille est perdue pour les Ukrainiens, leurs pertes à Bakhmout sont accablantes, ils n'ont encore rien vu. » Même constat de la part du colonel Douglas MacGregor, ancien conseiller du Pentagone, qui reconnaît « Nous n'avons tout simplement pas beaucoup de munitions à envoyer en Ukraine. Nous avons atteint le point de nos approvisionnements en munitions, le point où nos approvisionnements en munitions s'épuisent,
Nos usines ne peuvent pas accélérer la production pour produire suffisamment. Nous n'avons pas la capacité que nous avions il y a 50 ans pour les missiles et tout le reste. Les Russes, par contre, j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui était à Moscou il y a quelques jours, m'a dit que l'état-major russe se prépare à une guerre de 30 mois contre l'OTAN et les États-Unis. Toutes leurs usines de matériel de guerre tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et MacGregor confirmé, le propre secrétaire de l'OTAN, c'est Stoltenberg, est d'accord sur l'état d'épuisement de nos munitions. D'épuisement de nos munitions. La consommation actuelle de munitions n'est pas 2 ou 3 fois supérieure, mais bien supérieure à notre capacité à la fournir. Cela signifie que les Ukrainiens n'auront bientôt plus rien. Ils n'auront rien parce que l'OTAN n'en a pas. Et effectivement, sur le terrain, le nettoyage se poursuit. Ce que Larry Johnson, un autre expert de la CIA, disait, l'armée ukrainienne est vaincue. Tout ce qui reste, c'est du ratissage. La guerre est vraiment terminée pour les Ukrainiens. Ils ont été hachés menus, il n'y a aucun doute là-dessus, malgré ce que nous entendons dans nos médias. Et bien voilà pourquoi la contre-offensive annoncée a mis tellement de temps et qui se révèle être un pet de lapin. Mais, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, claironné, les pertes des forces armées ukrainiennes n'ont pas d'importance. L'essentiel est de continuer à se battre. Alors, les Américains sont toujours très forts pour faire se battre les autres. Donc voilà. Alors, m'est venue une réflexion, je disais, mais enfin, ces malheureux militaires ukrainiens qu'on envoie au massacre. C'est un massacre. En fait, ce sont tout de même, pour la plupart, ce ne sont pas des juifs. Hein. Bon, les régiments Azov et Zoboda, oui, d'accord, mais le reste, ce sont de braves paysans ukrainiens, chrétiens. Ça vous rappelle pas la stratégie du maréchal Georges, franc-maçon, en voyant la fleur de notre paysannerie catholique au massacre, baïonnette au canon? Comme c'est curieux. Comme c'est curieux cette haine de tout ce qui est catholique, chrétien à travers le monde de la part de ce monde occidental entre guillemets. Donc voilà les données. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, je dois saluer au passage l'honnêteté de ces militaires américains qui ont le courage de contredire leur gouvernement en disant écoutez, arrêtez de nous mentir et de mentir aux populations. Telle est la situation. Arrêtez. Alors que nos militaires à nous, nos généraux qu'on entend à la télévision, général Trinquant, général Desbordes, à les entendre, c'est comme si l'armée ukrainienne était à Moscou demain. Et voilà avec quoi vivent les Français. Ben, tout ça, dans quel but à votre avis? C'est que si les Français étaient conscients que les milliards qu'on leur pompe, que Macron leur pompe pour aider soi-disant l'Ukraine, ça ne sert à rien, ben, peut-être ils hésiteraient. Enfin, je ne sais pas ce que cela provoquerait, mais je crois tout de même qu'on va vers certains événements. Donc vous voyez comment tout doucement je vous ai amené à ce qui va être la conclusion de cette conférence. Effectivement, le grand reset est en train de se faire.
mais ce ne sera pas celui voulu par le messianisme juif, appuyé sur le bras armé américain. On est en train de vivre la fin d'une époque. Et alors, petite parenthèse du fait de l'actualité d'aujourd'hui. Êtes-vous au courant que nous a-t-on dit, il y avait eu une révolte du chef du comment il s'appelle, oui, Pierre Rigaudin, Wagner, des troupes de Wagner contre la Russie. J'ai vu ça ce matin en prenant mon petit déjeuner. Et ah bon, bah évidemment, il fallait s'y attendre, n'arrivant pas à vaincre la Russie sur l'Ukraine, essayer de le déstabiliser de l'intérieur. Et tout en venant avec mes amis tout à l'heure dans la voiture, je regardais, pas heure par heure, mais les différents bulletins qui s'accumulaient. Il n'y avait pas de nouvelles d'une progression quelconque, simplement que le chef des armées russes demandait aux militaires de Wagner de se rendre avant qu'il soit trop tard, et la déclaration de Poutine disant que les mesures allaient être prises. Point. Et avec mes amis, justement, j'avais, connaissant tout de même un petit peu Poutine, j'avais évoqué l'hypothèse qu'en fait Poutine se doutait de ce qui allait arriver avec Périgodine et qu'il a laissé s'enferrer pour pouvoir mieux le liquider aux yeux de tous les Russes. Puisque l'acte de Périgodine, c'est un acte de trahison contre la nation. Donc attendons la suite des événements. Mais j'aurais été à la place de Poutine, j'aurais été tenté de faire un truc comme ça. Parce qu'il aurait essayé d'arrêter Périgodine avant qu'il ne franchisse le dernier pas. On aurait pu dire, oui, bon, c'est une rivalité entre hommes. Mais là, c'est une trahison. C'est une trahison, ça montre bien justement à quel point cet individu est sans doute tenu par les Occidentaux. Il doit y avoir quelques petits sous-sous qui ont dû circuler quelque part, entre autres choses. Donc voilà, si on regarde les choses froidement, au travers de tous ces événements, tous ces faits, toutes ces déclarations, je crois qu'on peut dire que l'Ukraine aura été le Stalingrad des mondialistes. C'est très bien ce que représente, ce qu'a été le Stalingrad pour le Troisième Reich. Eh bien, je peux dire, au vu de ce que l'on connaît aujourd'hui de la situation sur le terrain, que l'entêtement des États-Unis à ne pas vouloir cesser d'encercler la Russie, ce qui a provoqué la réaction de Poutine, eh bien, l'affaire d'Ukraine et leur Stalingrad. Et une dernière citation, celle de Larry Fink. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose. PDG juif de BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Un certain poids quand même, qui a déclaré ceci. L'invasion de l'Ukraine a mis fin à la mondialisation que nous avons connue au cours des 3 dernières années. C'est bien de le reconnaître. Et voilà pourquoi la guerre d'Ukraine, lancée par Vladimir Poutine, va sonner la fin de l'hégémonie américaine et du plan mondialiste et provoquer le grand reset. Eh oui, mais ce n'est pas celui qu'il voulait. Ce sera celui de cette politique patiente de Poutine et au travers
de la dédollarisation et au travers de la force militaire qui va faire que nous allons passer du monde unipolaire sous la coupe des Américains et de ce qu'il y a derrière à un monde multipolaire où, normalement, tous les pays qui se rallieraient à cette politique reprendront leur indépendance politique, financière et militaire. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas, que l'enjeu c'est ça. Monde multipolaire ou monde encore et toujours unipolaire avec les Américains et les lobbies qu'il y a derrière. Voilà, eh bien, je dirais, monsieur Jacques Attali, mon petit bonhomme, tu l'as dans le baba. Merci de votre attention. Bon, si vous avez des questions. BlackRock spolie tous les terrains d'Ukraine. BlackRock spolie tous les terrains d'Ukraine agricole. Ah oui, 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 bien sûr, oui, ça c'est très curieux d'ailleurs. Mais il n'y a pas qu'en Ukraine, aux États-Unis aussi. Il y a là comme une volonté de mainmise sur les ressources alimentaires du monde, ou tout au moins d'une partie du monde, pour tenir une forme de dictature. Dictature par la faim. Qu'est-ce que vous pensez des prophéties de Marie-Julie Gianni? Beaucoup se positionnent leur vision géopolitique à partir de ça, en disant que comme on va être envahi par les Russes, selon cette prophétie, qui normalement se pose sur les catholiques, on est censé... je ne sais pas quel calendrier. Écoutez, je n'en pense rien de particulier. Si, vous savez, ça me dérange un petit peu. Je suis croyant, pratiquant, traditionnaliste, mais les prophéties me dérangent toujours. Parce que c'est trop commode. Si on se dit, voilà, ça va arriver comme ça, c'est pas la peine de bouger. Je ne suis pas d'accord. Voilà. On risque d'être du côté des Américains, puisque Macron, il est pro-américain, c'est ça? De toute façon, c'est l'homme des Américains, c'est non seulement des Américains, mais comme je dis toujours, de ce qu'il y a derrière les Américains. Hein? Parce que le peuple américain lui-même, bon, il n'est pas plus mauvais qu'un autre, mais c'est ce qu'on appelle les élites. Ça l'a pas gêné, Macron. Oui. Il a demandé de rentrer au BRIC. Non, il n'a pas demandé de rentrer au BRICS. Il a demandé de participer à la réunion des BRICS. Pas tout à fait la même chose. Et apparemment, Poutine a dit pas question. Non, mais Macron, c'est un cas de multiples aspects, bien entendu. Il veut faire parler de lui. Et moins ça va pour lui en France, plus il fait du bruit à l'étranger. Et comme disait d'ailleurs un commentateur, d'ailleurs c'est tout de même intéressant à noter justement qu'on voit sur tout de même un certain nombre de médias des commentaires pas très gentils pour Macron, disant oui mais enfin le dernier que j'ai entendu c'était sur le thème oui bon il est bien gentil, c'est pas parce qu'il fait beaucoup de bruit à l'international que ça va améliorer sa cote en France. Tout est là. Donc, oui, Macron, il faudrait qu'il disparaisse. Dans l'hypothèse où les Occidentaux, enfin ceux qui les dirigent, n'arrêtent pas cette guerre et que la Russie aille jusqu'à chez nous, quelle serait, à votre avis, la bonne attitude à adopter pour les nationalistes français? Je n'ai pas très bien compris le début. Par la Russie, comme on l'a été par l'Allemagne en 40.
C'est parce qu'il oui, alors, effectivement, ça me fait penser à une chose. C'est que bon, le drame de la dernière guerre, c'est que les nationalistes se sont trouvés face à un dilemme. Bon, il y avait l'invasion allemande, et ça, je l'explique dans mon livre, Le nationalisme français, dont vous avez des exemplaires. C'est que pour la première fois, je crois, on découvre que patriotisme et nationalisme ne sont pas superposables, ne sont pas complémentaires. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que quand il y a eu, à la suite de la débâcle de l'occupation allemande, il y a eu ceux qui ont réagi sentimentalement et passionnellement à l'occupation. Et alors, ils sont allés vers De Gaulle, vers le mensonge de De Gaulle, la résistance, vers une autre collaboration, la collaboration avec les anglo-saxons. Parce qu'on parle toujours de la collaboration des nationalistes avec les Allemands. Et de l'autre côté, il y a eu la collaboration avec les anglo-saxons et ce qu'ils représentent. Et puis de l'autre côté, à l'inverse de ces patriotes, vous avez eu la réaction nationaliste. Et pourquoi y a-t-il eu ce type de réaction nationaliste qui, sans être nécessairement pro-allemande, se rendait compte que si la France était vaincue, c'est parce que auparavant, toute cette clique des lobbies qui gouvernaient la France l'avait affaiblie. Et que si on voulait remonter la France, il fallait commencer par le commencement, c'est-à-dire faire le ménage de cette pègre qui, comme des sangsues, avait sucé la France. Et c'est pour ça qu'il y a eu le rapprochement entre beaucoup de nationalistes français et une partie du Troisième Reich. Et c'est pour ça que, justement, je reviens sur mon livre Bonaparte, Hitler, Poutine, j'ai voulu faire toucher du doigt, justement, qu'en fait, Hitler nous a tout gâché. Parce qu'il a voulu aller trop vite. Si on avait pu éviter cette deuxième guerre mondiale, l'Europe serait nationaliste aujourd'hui. Prenez le début, les 50 premières années du XXe siècle, l'Europe devenait nationaliste. Vous avez eu les révolutions au Portugal, en Italie, en Allemagne, en Espagne, et puis il y avait eu ce que Maurras a appelé la divine surprise en France, et là aussi, je ne sais pas si vous lisez ou si vous m'écoutez dans mes conférences, reviens souvent là-dessus parce que ça me semble un élément de raisonnement politique nécessaire. La révolution nationale du maréchal Pétain n'a pas été une révolution. Ça a été un hasard. Le maréchal Pétain n'est arrivé au pouvoir que du fait de la panique de ceux qui avaient déclaré la guerre au Troisième Reich sans que la France y soit préparée et qui se sont taillés pour ne pas avoir à subir les conséquences. Donc, cette révolution nationale n'a été le fait que du hasard, de la peur de ceux qui avaient déclaré la guerre. Et en plus de ça, quand on regarde de près tout le personnel de Vichy, il y avait de tout là-dedans. Il y avait de vrais nationalistes, de bons catholiques, de bons chrétiens, de braves gens, beaucoup d'éléments de la Troisième République qui étaient encore là, d'où toutes les trahisons. Petit exemple. Pourquoi est-ce que, contrairement notamment au Portugal de Salazar, l'interdiction de la maçonnerie a mis autant de temps à se mettre en marche en France? Parce que certains traînaient les pieds. Les connivences entre certains, peut-être plus ou moins francs-maçons entre eux,
On ne sait pas. Donc voilà, c'est pour ça que je dis Vichy. D'ailleurs, il y a un chapitre de mon livre, Le nationalisme français, qui s'appelle L'échec de Vichy, ou oui, l'échec de Vichy, je crois. Ça n'a pas été un pouvoir révolutionnaire. C'est pour ça qu'en fait, ils n'ont pas su répondre au terrorisme anglo-communiste, qui se sont fait descendre comme des petits lapins, le nombre d'assassinats. En fait, ce qu'on observe, et ça je le démontre dans mon livre sur De Gaulle, l'action de De Gaulle a été beaucoup plus tournée contre Vichy, contre ce que représentait Vichy de remise en cause des principes de 1789, que contre l'occupation allemande. C'était beaucoup plus facile de descendre un cadre de Vichy. Regardez tous ceux qui ont été assassinés, notamment le ministre de l'Information, Philippe Henriot, qui, jour après jour, sur Radio Paris, démontait les mensonges de Radio Londres. Il fallait le faire taire, ils l'ont fait taire. Et puis quelqu'un qui gênait l'arrivée au pouvoir de Gaulle, l'amiral Darlan, liquidé. Et puis aussi, comme c'est curieux, quelqu'un qui ne voulait pas entendre parler de la mainmise américaine sur l'Empire français. Le général Giraud, accident d'avion, comme c'est curieux. Donc voilà, cette dernière guerre mondiale et les réactions que cela a entraîné, ça a été pour beaucoup bien intentionné pour beaucoup d'entre eux, ça j'en suis persuadé. Ils ont été dupes. Parce qu'ils n'ont vu que l'aspect émotionnel au lieu de réfléchir avec leur petite cellule grise. La politique, c'est pas une affaire d'enfant de cœur. C'est savoir peser. D'abord, savoir analyser une situation donnée. Analyser. Pourquoi en est-on là? Pourquoi est-on arrivé jusque-là? Si on est arrivé jusque-là, pourquoi? Quels sont les responsables? Et à partir du moment où on a fait ce diagnostic-là, il est évident qu'il y a toute une politique qui va se définir. Voilà ce que les naïfs, ce que les romantiques de l'époque n'ont pas compris. Et ce qui nous a fait cette guerre civile atroce dont nous ne sommes pas sortis. Et c'est pour ça qu'il faut toujours remettre l'histoire à l'endroit. Et disons que c'est un petit peu pour ça que je me suis mis à écrire tous ces livres, pour essayer de donner les munitions sujet par sujet. Connaître l'ennemi, Nouvel ordre mondial, De Gaulle et l'action de De Gaulle. Bon, petite histoire. Depuis que le livre est sorti, je reçois régulièrement des lettres de gaullistes. De gaullistes. Et alors, la plupart du temps, soit ce sont des personnes qui ont eu la curiosité de savoir ce que je disais sur leur idole, soit ce sont des amis à eux qui, connaissant leurs opinions, lui ont offert le livre. Et alors, c'est extraordinaire. Je n'ai pas eu une seule lettre de gaulliste me reprochant d'être de mauvaise foi ou d'avoir menti. Pas une seule. Au contraire, des gens qui me disent, alors il y a toute la gamme, disons, je n'en reviens pas, c'est pas possible, jamais j'aurais cru, etc. Si mon père avait su ça, si mon grand-père avait su ça, etc., etc., etc. Et dernièrement, c'est dans le dernier numéro de la politique, là. Ça, c'est notre lettre d'information. Vous êtes abonnés? Évidemment. Évidemment, merci. Ceux qui ne sont pas abonnés, je vous conseille de vous abonner parce que vous trouverez des choses que vous ne trouverez pas ailleurs. Et notamment, j'ai une lettre d'une personne
Non, c'est ce numéro? Non, c'est pas ce numéro-là. Bon, c'est pas grave. Je vais vous la citer. C'est sur le thème. Un de mes amis m'a fait cadeau de votre livre sur De Gaulle. Et quand j'ai commencé à le lire, j'étais indigné de votre mauvaise foi. Bon. Et il poursuit en disant, et puis bon, je continue à le lire. Et puis, document après document, citation après citation, je me suis rendu compte que il n'y a pas moyen de voir les choses autrement. Et il terminait en me disant, mais écoutez monsieur, je vous remercie de votre œuvre de salut public pour avoir démonté ce mensonge de l'histoire. Donc si vous avez des amis gaullistes, je vous en prie, prenez un De Gaulle, d'abord lisez-le, ça vous fera le plus grand bien, et à eux aussi, ça leur fera le plus grand bien. Vous savez que la meilleure preuve d'amitié à quelqu'un, c'est de le remettre sur le chemin de la vérité. Voilà, d'autres questions? Où en sommes-nous au Penvieur maintenant? Bon, ça va. Donc il faut attendre que ça pète. Quoi. Pardon? Il faut attendre que ça pète, il ne faut rien faire. Ah ben il faut aider à péter. Qu'est-ce que vous croyez que je fais là? Et ne pas avoir peur. C'est la peur. Il faut faire changer la peur de camp. Et c'est pour ça que ça m'horripile de voir les manifestations des Gilets jaunes ou autres. Les manifestations, ça ne sert à rien qu'à vous faire tabasser, perdre un pied, un œil ou je sais pas quoi. Ça ne sert à rien. Le pouvoir s'en contrefiche éperdument. Il a ses légions de protection. Ce n'est pas ça. Il y a deux moyens. D'abord, la formation autour de vous. Expliquer aux gens le pourquoi des choses. Ah ben, je comprends pas, j'arrive plus à boucler les deux bouts, etc. Et vous lui expliquez le pourquoi du comment. Et puis, il y a ce que malheureusement n'est pas dans la culture française jusqu'à présent, l'action révolutionnaire. Je vous le dis froidement. C'est clair. Il nous manque des Charlotte Corday. La foi. Et alors, pour ce propos-là, ne me prenez pas pour un affreux. Saint Thomas d'Aquin lui-même disait que face à un tyran, le tyrannicide était admissible. Mais je pense que Macron, c'est quand même une bonne chose. Parce que Macron, c'est un accélérateur du chaos. Ah oui. Si, oui, alors, oui, ça peut être un accélérateur. Ça peut... Il l'aurait fait plus gentil. Plus doucement. Ça peut être un accélérateur pour autant que les Français comprennent d'où vient le mal. Parce que Macron, c'est pas Macron tout seul, c'est Macron plus tout ce qu'il y a derrière. Oui, sa méthode à lui, elle est tellement brutale, violente, elle est visible par tout le monde. Ceux qui le voient pas aujourd'hui, je sais pas. Mais ils comprennent pas les gens. En tout cas, il y a Jamais le Covid. Ils regardent leurs films à la télévision, tout est beau, tout est bien. En tout cas, il y a des choses tout de même qui font plaisir, même si ça ne règle pas nécessairement le problème. Ah oui, d'accord. Dans les médias, avez-vous vu le défilé du 8 mai sur les Champs-Élysées? Oui, il n'y avait pas un chat. Pas un chat. Les Français. Votez-vous, vous tuez. Et le match, je me suis farci, le match de la finale de la Coupe de France entre Toulouse et Nancy. Plein d'enseignements. Je m'y attendais, c'est pour ça que j'ai voulu regarder. Plein d'enseignements. Normalement, avant le match, le président de la République vient saluer les joueurs sur la pelouse. Macron, on l'a pas vu.
On nous a dit par la suite qu'il était allé saluer les joueurs dans le vestiaire, Il avait peur. à l'abri de la foule. Ouais, il avait peur. Et puis, regardant les différentes séquences que donnait la télévision, à un moment donné, il y a eu plusieurs prises de vue où on voyait que Macron était en fait avec Brigitte. Jean-Michel. Sous toute réserve. Le clone. Au dernier des derniers gradins. Oui. Donc les spectateurs qui étaient en dessous ne pouvaient pas savoir s'il était là ou s'il n'était pas là. Et puis ça empêchait le risque de recevoir des objets non identifiés sur la figure. Et le plus beau du plus beau, c'est que pour la remise de la coupe, ce sont les joueurs qui ont dû se farcir, monter les différents gradins jusqu'à arriver jusqu'à lui. Ah oui. C'est un signe. Mais c'est ça l'amour du peuple de France. Le pompon, c'était sur le perron de l'Élysée, là, quand il dansait. Et puis il faut voir quel est l'individu. Oui, la fête de la musique à l'Élysée, ah, c'était mignon ça. Il paraît que ça a disparu d'ailleurs, on ne trouve plus sur Internet. Donc, si vous avez le temps, essayez de voir si vous le retrouvez. Faites connaître aux gens autour de vous. Ah, ouais. Faites connaître. Allez voir ce scandale. Et puis, les photos qui ont été prises lors du voyage de Macron c'était à Saint-Barth, non En Algérie. T'es dans les... Non, dans les Antilles. T'es dans les Antilles où on le voyait enlacé par deux beaux noirs, torse nu, comme ça. Et on devait apprendre que ces deux beaux noirs étaient connus comme étant des trafiquants de drogue. La